Chapitre 17. On arrive vers la fin, les enfants, je suis hypé. Le visiteur nettoyait son âme avant de la remettre au bord de ses reins, bien fixée par la ceinture de son pantalon. Il veillait à ce que la jeune fille, Tess, ne voie pas que ses mains tremblaient encore de l'avoir vu manier cette arme si bien. Il savait comment il avait appris cela, et ça le terrifiait. Merci de m'avoir sauvé. C'était la moindre des choses, mais tu dois rentrer maintenant, c'est beaucoup trop dangereux par ici. Quoi ? Tu vas pas me donner des ordres toi aussi, comme Constance ? Tu viens bien de voir qu'on n'est pas ici pour rigoler. C'est toi qui dis ça, petit idiot sans cervelle, que je viens d'arracher des mains de nécrophiles qui allaient te tuer, puis te violer, voire peut-être les deux en même temps. Tess, je t'en prie, ce n'est pas en quittant les gens que tu vas les sauver. Alors il est hors de question que je te quitte moi aussi. Bien, tu ne me laisses pas le choix. Le visiteur s'approcha de Tess. Doucement, lentement, mais sûrement. Qu'est-ce que tu fais ? Le visiteur tendit la main et l'approcha de sa joue. Tu ne vas pas... Tu bluffes. Mais la main approchait toujours. Tess savait qu'il ne bluffait pas. Et plus il s'approchait, plus elle sentait quelque chose déchirer en elle. Elle mit les mains sur les oreilles et se mordit la lèvre pour ne pas hurler. Des larmes coulèrent sur ses joues et quand elle rouvrit les yeux, elle vit le visiteur qui s'était éloigné d'elle et qui avait de la peine à respirer. C'est bon, je m'en vais. Furieuse, elle tourna les talons et partit en direction de la sortie. Le visiteur se mit alors à courir pour échapper plus vite au désagrément des couloirs souterrains. L'attaque l'avait complètement réveillé et son cerveau tournait à 100 à l'heure. Il fallait trouver un autre moyen d'entrer dans le bloc des ravisseurs sans se faire prendre par les nécrophiles et en étant discret. Il fallait un moyen de gagner et de ne perdre plus personne. Il fallait un plan. S'il pensait qu'elle allait lui obéir comme ça, il se fourrait le doigt dans l'œil. Elle attendit qu'il soit suffisamment loin pour qu'il ne la repère pas, puis, grâce à ce lien spécial qui les unit, elle devina où il était. Elle n'avait plus qu'à suivre sa trace. Mais il avait avancé plus vite qu'elle ne l'avait cru, et soudain elle se retrouva face à un nécrophile tout juste assommé. Ou mort ? Elle ne savait pas. Le visiteur avait réussi à fuir plus rapidement au point que ses camarades n'avaient pas eu le temps de le rattraper. Mais ils étaient toujours là. Et merde. Tess avança le long du couloir et marava les hommes qui étaient sur son chemin. Des claques fusèrent et elle ne put empêcher l'un d'eux de lui faire un œil au beurre noir, mais dans l'ensemble, elle s'en était assez bien tirée. Elle réussit même à éviter 2 hommes grâce à la technique du lion tornade. Enfin, elle a tourné sur elle-même à l'horizontale, quoi. Comme dans le final de la saison 2. Certains essayèrent de la prendre par surprise entre les croisements des couloirs, mais elle ne fut pas dupe. Elle sentit que le nombre diminuait rapidement, et commençait à être fière de s'être aussi bien débrouillée. Bientôt il n'en restera plus qu'un, sortant du dernier couloir. Mais elle ne vit pas le pistolet qu'il avait dans la main, et avant d'avoir pu faire un pas vers lui, il tira. Elle s'écroula. Le nécrophile fit une petite danse de la victoire ridicule. Il marcha sur les lambeaux de son manteau, trébucha et tomba sur ses genoux. Il s'approcha du corps, prêt à se faire enfin plaisir après tant de mois d'abstinence à cause des zombies. Oubliant qu'il avait laissé tomber son arme pendant sa chute, Je fais attention quand même à certains détails. Il y a des trucs, tu vois, je m'en bats les couilles, mais alors il y a certains détails, tu vois, je fais attention. Par exemple, le fait qu'elle se fasse tirer dans l'épaule et puis plus tard, elle va porter quelque chose avec son bras sans aucun problème. Mais sinon, tout va bien. Soudain, il se prit une patate magistrale du poing droit de Tess. Son bras gauche, lui, était en sang, et son épaule la lançait comme si on le lui arrachait doucement. Elle serra les dents, et à l'aide de son bras valide, se leva et courut vers le pistolet, juste à temps alors que le nécrophile l'attaquait à nouveau. Elle tira et elle ne rata pas sa cible. Cependant, le bruit de la détonation attira les zombies. Merde. Elle lâcha l'arme et courut à travers les couloirs. Elle ne pouvait plus rentrer chez les missionnaires, elle n'avait plus qu'une seule direction, un laboratoire avec un mot de passe qu'elle connaissait très bien. L'odeur du sang aimantant de nouveaux morts vivants, tandis que Tess voyait 36 chandelles. Mais ce n'était pas la lumière d'une chandelle qu'elle voulait voir. Oui, on fait des blagues avec les expressions françaises. Elle voulait revoir le soleil, ou bien lui, cet homme qui, dans un autre monde, serait son descendant. Ou mieux, elle voudrait voir cet autre monde. Enfin, le revoir. Elle marche sur les pavés de verre de l'avenue Augustin-Raphaël, dans l'un de ces quartiers chics de Paris. Sur l'écran transparent implanté dans son poignet au niveau des veines, elle voit la ligne de son cœur battre doucement. Cet instrument électronique qui fonctionne par l'électricité de notre cerveau est implanté à notre première année et permet de vérifier toutes les secondes notre état grâce au battement de notre cœur et des analyses rapides de notre sang. Plus vite on découvre une anomalie, plus vite il est facile de se soigner.
Parfois, les médecins scannent cet écran pour y ajouter de nouveaux éléments que les analyses de sang ne peuvent découvrir, une fracture par exemple. Et toutes les données depuis l'implantation sont enregistrées dans un disque dur aussi petit qu'une cellule. L'écran sert aussi de carte d'identité, de carte vitale, de carte bleue et accessoirement de montre. Elle s'engouffre dans un parking, trouve sa bulle de déplacement, s'y introduit et scanne son poignet. Elle tape une adresse, puis la bulle, active grâce à un champ électrique qui est sur le sol, se mit à bouger. Le chemin s'illumine selon le lieu indiqué sur l'ordinateur et est connecté à tous les autres chemins de toutes les autres bulles. Collision impossible. Perte de temps impossible. Là, par rapport au chemin où on crée un autre chemin pour pas se colliser, je crois que je me suis beaucoup inspirée de Wall-E, où en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les robots il y a plusieurs lignes qui se tracent, etc. Et selon là où doit aller le robot, il suit une des lignes. Et ben en fait, je voulais que ça fasse quelque chose comme ça, en fait, que les futures voitures, donc ces espèces de bulles, du coup, oui, bon, du coup, on n'a pas beaucoup d'intimité dans notre bulle, mais ces espèces de bulles, en fait, tu tapes là où tu veux aller, et comme tous les fils sont connectés, la bulle sait où il y aura une autre bulle, genre dans le kilomètre qui suit, et sait par où passer pour pas qu'il y ait de collision. Voilà, c'est comme ça. Et ça marche par électricité. Donc là, oui, donc là, du coup, c'est ma vision d'un futur, mais tellement merveilleux que, voilà, je dois avouer que c'est très, très, très utopique. Hein. On va pas se mentir. Perte de temps impossible. Et quand un humain marche sur un chemin électrique, la bulle ralentit ou se stoppe net selon la distance, ses parois étant suffisamment solides et malléables pour empêcher l'individu à l'intérieur de la bulle de se blesser. Accident, impossible. Si un trajet va au-delà d'un chemin électrique, oui, parce que voilà, on va pas se mentir, hein, il y a des choses au-delà des villes que voilà, donc du coup, bref. Les humains n'ont d'autre choix que de marcher ou de faire du vélo. Hein, fuck la voiture. Hein, maintenant, vous allez vous débrouiller, vous allez vous faire du sport. Parce que je me suis beaucoup inspirée de Wall-E, on va pas se mentir, mais faudrait pas qu'on finisse comme eux. Voilà, faut savoir marcher des fois. Elle arrive rapidement devant l'immeuble en briques rouges et frappe à la porte. La porte, fatiguée de courir en perdant du sang, elle s'adossa à un mur tout en s'approchant d'une porte qui pourrait être une issue. Elle se frotta les yeux. Elle faisait de drôles de flashbacks et ça, c'est jamais bon signe. Ne panique pas. Elle se frotta les yeux et instinctivement regarda son poignet. Remarque, quitte à mourir, autant mourir dans cet autre monde, non? Elle se mit alors elle-même une baffe. Elle ne pouvait pas mourir. Elle ne devait pas mourir. Car selon elle, si elle mourrait maintenant, elle n'empêcherait pas seulement la fin du paradoxe. Selon elle, si elle disparaissait, lui aussi allait disparaître. Et le monde merveilleux aussi. Une boucle de temporalité. Depuis le début, le visiteur est le créateur du monde où il vivait. En fait, le fait d'avoir vu ce monde, il a envie de le créer et du coup, il va dans le passé pour le recréer. Et le fait qu'elle elle ait eu un accident, qui ait eu ce bug, donc c'est vraiment le gros bug, le fait qu'elle ait eu un accident de voiture, ça a détruit le visiteur et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cet autre passé. Mais en gros, il n'y a pas de monde parallèle. C'est le même monde et il est en train de construire ce monde, etc. C'est un peu comme le délire où dans la saison 1, comment veux-tu que Tim et Léo réussissent à faire des voyages dans le temps avec une technologie qui n'existe pas. Et ben là, en fait, c'est dans le même délire. Ben, le destin où, en gros, en fait, personne n'a su que si jamais tout était aussi parfait dans le futur, c'est parce que quelqu'un avait changé les erreurs du passé. Voilà. C'est assez compliqué. Je peux comprendre que on ne comprend pas tout de suite. Je me suis fait vraiment une idée assez claire dans ma tête, mais en gros, c'est une boucle. Voilà. Pour elle, elle n'est pas l'aïeul du visiteur du futur de ce monde, elle est l'aïeul du visiteur du futur qu'on connaît. Parce que le visiteur du futur de ce monde, c'est lui. Je sais que c'est compliqué, mais voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai écrit, moi? C'est parti. Depuis le début, le visiteur est le créateur du monde où il vivait. Comment une humanité a-t-elle pu se reconstruire aussi bien sinon? Selon Tess, les voyages dans le temps du visiteur ne permettaient pas seulement d'effacer des erreurs, mais de ne plus les commettre. Selon Tess,
Il était calculé que le visiteur sauve tout le monde pour revenir au monde original. Nous n'étions pas dans un imbroglio à la retour vers le futur, où genre en fait tu peux changer le futur, tu vois. Mais un esprit de cercle continu comme dans La machine à voyager dans le temps. Si le temps admettait des incohérences, c'est parce qu'elles étaient nécessaires à la fabrication de cet autre monde. Voilà pourquoi le visiteur n'a pas pu rentrer chez lui, parce qu'il n'existe pas. Non, pas qu'il n'existe plus, c'est parce qu'il n'existe pas, parce qu'il ne l'a pas encore créé. Voilà, c'est très compliqué. De toute façon, il y a plusieurs théories au niveau du voyage dans le temps, et je les adore toutes. Hein. J'adore le concept de domino, où petit à petit tu peux changer ton futur, etc. J'adore aussi le principe qu'on n'a pas de libre arbitre, que tu peux pas changer ton futur et tout ça. J'aime beaucoup le côté où on change tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup qu'on puisse changer le passé, mais j'aime bien ce concept où tu changes parce que tu sais ce que ça va donner après. C'est assez complexe, mais j'aimais bien cette idée-là. Et oui, donc je parle de La machine à voyager dans le temps, je parle du film. Je l'ai regardé quand j'étais petite et je me souviens plus combien de temps. C'était assez dingue pour moi et je trouve que ça a bien vieilli. C'était, oui, pareil, assez complexe dans cet esprit-là de voyage dans le temps et tout ça. Et je vous conseille de le voir, il est assez cool. J'aimais beaucoup le personnage du bibliothécaire, enfin le bibliothécaire, le robot bibliothécaire. Enfin ouais, je pense que inconsciemment, parce que j'étais encore très jeune, donc je réalise pas quand je vois des films que ce sont des films qui m'influencent. Mais je pense que ça m'a pas mal influencé dans mon amour pour la science-fiction des années plus tard. Voilà. Donc voilà, allez regarder La machine à voyager dans le temps. Elle savait qu'il ne lui restait qu'un seul espoir. Pas le robot, ni l'homme aux cheveux de l'espace et encore moins la fille de la boulangère. Alors elle prit une grande inspiration et cria un nom. Son nom. Dans le couloir sombre dont les murs l'étouffaient, l'encerclaient, prêts à l'écraser à la moindre chute. Ce sont les premières phrases du prologue au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et ceci dit, tout étant aussi, quand j'ai écrit, on ne savait pas le nom du visiteur du futur vu que la saison 4 n'était pas sortie. Du coup, je savais pas que ce serait un nom de merde. Et du coup, ça rend tout de suite ce moment beaucoup moins dramatique. Ah ah ah!